Merci de nous rester fidèles, comme tous les mardis à 7 heures, votre émission Moi, candidat. Comme tous les mardis, nous recevons encore une fois un candidat. Je me pose la question à savoir si on pourra avoir tous les candidats, puisque quand même, on est à quelques encablures de la présidentielle, on est à quelques semaines de la décision du Conseil constitutionnel et pourtant on est quand même à un peu plus de 260 candidats. Alors mon candidat aujourd'hui, ou mon invité, beaucoup de Sénégalais connaissent son nom et peut-être découvrent aujourd'hui son visage, puisque partout, dans Dakar, dans d'autres régions, on voit le nom de Alpha Thiam. Et voilà, finalement, il est là, avec vous, avec nous, pour cette émission, Moi Candidat. Alpha Thiam, déjà merci de nous rejoindre pour cette émission de Moi Candidat. Un plaisir de vous accueillir et je vous laisse peut-être dire bonjour à tout le monde et surtout à vos souteneurs qui sont sûrement nombreux et qui justement aussi se posent des questions, mais c'est qui ce Alpha Thiam? Bonjour Alpha. Bonjour Birahim. Alors Alpha Thiam, presque partout à Dakar, c'est vous, ce sont vos souteneurs, c'est une stratégie de communication, ou c'est juste parce que c'est naturel? Merci beaucoup Birahim. Je pense que c'est de l'engouement. J'ai des jeunes qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement passionnés aujourd'hui par notre candidature et qui se disent que nous avons un retard en termes de visibilité, un retard en termes de communication et qui ont pensé, vu qu'ils ont vu encore marqué Macky 2012 en 2023 sur certains murs, ils se sont dit pourquoi pas Alpha Thiam, force nouvelle. Alpha Thiam, oui, force nouvelle, vraiment Alpha Thiam un peu partout. Ils sont allés à plein feu, à cœur et à joie. Mais on a pris la promesse quand même d'aller effacer sur l'ensemble des murs où ils ont pu mettre mon nom ou le nom Force Nouvelle, d'aller les enlever juste après ces échéances. Alors, on s'excuse pour les désagréments qui ont été posés aux uns et aux autres. C'est le candidat, mais c'est aussi le citoyen qui estime que c'est bien de repeindre les murs de Dakar, mais il ne faut pas trop en faire. Alors, pour ceux qui voudraient savoir ou qui voulaient savoir, Alpha Thiam, le voici Alpha Thiam. Alors Alpha Thiam, il parlait tout à l'heure de Force Nouvelle, le candidat, il s'agit d'une coalition, d'un parti politique, d'un mouvement? D'un parti politique. C'est un parti politique. Un parti politique. Voilà, Alpha Thiam. Force Nouvelle, Dimbele Sereo, FNDR, mais plus connu sous juste FN. FN, alors Force Nouvelle. Alpha Thiam, si on revient sur la biographie de notre invité, qui est expert international en ressources humaines, juriste et fiscaliste, diplômé de la Sorbonne et CEO du think tank L'Afrique révélée, entrepreneur présent dans l'immobilier, le transport, l'agriculture plutôt, fait partie des révélations, ça c'est sûr, de cette élection présidentielle, candidat à la candidature. L'un des candidats à la candidature, puisque, je le rappelais, on en est à 260 et quelques candidats à la candidature, en tout cas jusqu'à ce matin, selon les chiffres que l'on a. Qu'est-ce qui motive, Alpha Thiam, votre candidature? Merci beaucoup, Birahim Touré. Le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins et notre pays doit opérer un choix crucial pour son avenir. Je pense que pléthore de candidats signifie juste pléthore d'ambition pour le Sénégal. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est la consécration des ambitions, un choc d'ambition de beaucoup qui se sont dit que on a constaté que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan institutionnel, que le pays va mal. Au même moment, qu'est-ce qu'ils ont noté? Tout le monde note aujourd'hui, Birahim, que l'indiscipline, le laisser-aller, le je m'en foutisme, beaucoup de choses. On s'est retrouvé avec de la délinquance politique, si je peux employer des mots comme ça, et les Sénégalais sont révoltés également sur tout plein de plans. Nous n'avons plus aujourd'hui une politique qui correspond réellement à la défense des intérêts des Sénégalais. Et les Sénégalais sont fatigués parce que nous sommes dans un pays où nous ne sommes plus propriétaires de nos pays. On a une haute idée de la souveraineté nationale. On a une haute idée du nationalisme. On a l'impression que les Sénégalais sont étrangers dans leur propre
pays. Ce week-end, il m'est arrivé de partir à Saly avec des jeunes allant à la mer, rencontrer d'autres personnes qui étaient à côté de la plage. Vous vous rendez compte, des étrangers ont eu à nous poser la question, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là alors que nous sommes au Sénégal? Nous ne sommes ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni aux États-Unis, dans notre propre pays qu'on a tellement privatisé, on a tellement on a privatisé le littoral, on a littoral, privatisé les plages, on a privatisé ce qu'il ne fallait pas privatiser. Vous savez, dans un pays, il y a des attributs de souveraineté, il y a des entreprises de souveraineté, il y a des domaines d'activité stratégiques qu'il ne faut pas laisser à des étrangers. Or, ce qui s'est passé, c'est parti à volo. Sous des recommandations de la Banque mondiale, du FMI, des fois des institutions ou de cabinets bidons, on s'est retrouvé à avoir bradé l'ensemble aujourd'hui des bijoux de famille du Sénégal. Et finalement, le Sénégal ne nous appartient pas. Il y a pourtant un régime sortant. Il faut le rappeler, c'est surtout pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, un régime même pas un régime, un président qui ne se représente pas pour une élection présidentielle, absolument. Ce sera le cas pour 2024. Mais dans votre, je ne dirais même pas pamphlet, vous parlez d'un régime dont le bilan est désastreux. Absolument. Pourquoi dites-vous que le bilan est désastreux? Est-ce qu'il est si désastreux finalement? Expliquez-nous. Pour faire simple, il nous suffit de regarder cette vague de jeunes qui décident de prendre la mer, de prendre le désert, d'aller vers le Nicaragua. Comment ne pas nous empêcher de dire que le bilan est désastreux? Ce n'est pas possible. De manière structurée, nous devons analyser aujourd'hui un bilan à l'aune des promesses qui ont été faites sur des élections de 2012 et sur des élections de 2019. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Nous avons constaté, comme tous les Sénégalais, qu'on nous a fait de belles promesses électorales qui consistait à dire que la patrie, avant le parti, un gouvernement de 25 ministres, la réduction du train de vie de l'État, on nous a parlé d'une gouvernance sobre et vertueuse. Toute cette histoire, finalement, s'est avérée être juste des éléphants blancs. On nous a promis 1 million d'emplois sur le deuxième mandat. On nous avait promis 500 000 emplois sur le premier mandat également. Pour les jeunes. Pour les jeunes, absolument. Et toutes ces promesses qui avaient été prises pour réellement prendre en charge les préoccupations que le président Wade n'avait pas pu gérer avant de partir. Donc, qu'on parle des inondations, qu'on parle de l'électricité, avec le fameux plan TACAL qui, à l'époque, avait été mis en place, l'emploi des jeunes, pour apporter une réponse sur le Barça-Barsac, on voit que ces phénomènes, aujourd'hui, se sont amplifiés au lieu de se restreindre ou au lieu d'être réellement être pris en charge par les différents régimes, par les différents gouvernements qui sont passés. Préalablement des promesses non tenues, mais vous parlez des jeunes, de Barsac, de l'emploi des jeunes. Ouais. Le président de la République à Kédougou, où il est pour une tournée économico-politique, c'est selon, estime qu'il y a des images que l'on ne peut plus continuer à soutenir concernant l'immigration clandestine. Il a même demandé que les entreprises, que le privé puisse aider dans l'absorption de ces jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il a annoncé un conseil présidentiel pour parler de la question migratoire. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la solution, peut-être pas miracle, que vous pourrez proposer Alpha Thiam? Cela semble quand même un peu tard d'en arriver là. À quelques encablures de l'élection présidentielle, à quelques 3 mois de l'élection présidentielle, dire on va faire un conseil présidentiel pour apporter des réponses sur l'emploi des jeunes, ça fait très peu sérieux. Pour beaucoup d'observateurs, je pense c'est un cuisant échec. L'ensemble des politiques qui ont été menées jusqu'ici par les différents gouvernements successifs se résument à des échecs patents. Il y a quelques explications qu'on peut noter de manière basique, Birahim. Les raisons tiennent aujourd'hui en l'absence d'un modèle économique réellement adapté et qui aurait permis de créer un maximum d'emplois aux jeunes. Un deuxième point, aujourd'hui, on peut prendre le dernier rapport portant recensement publié par l'Agence nationale des statistiques, l'ANSD.
Ça a été publié au mois d'octobre, extrêmement révélateur sur la situation du pays. La moitié de la population, Birahim, a aujourd'hui est âgée de moins de 19 ans. Si on prend le deuxième point, c'est 75% de la population est composée de jeunes de moins de 35 ans. Cette croissance de la population aujourd'hui montre que potentiellement le Sénégal n'a pas les capacités ou n'est pas en capacité d'absorber tous ces demandeurs ou l'ensemble de ces postulants en emploi patent, en emploi décent au niveau du Sénégal. Voilà. Donc ces chiffres-là aujourd'hui montrent une photographie de l'État et montrent aussi que quand vous prenez l'ensemble des agences qui ont été mises en place, je ne joue pas les idées de l'ADER jusqu'à tout ce qu'on a fait comme fabrication sur ces dernières années, ben, on se rend compte qu'on n'a pas eu les résultats escomptés et c'est peu de le dire. Alors, dans l'emploi des jeunes, finalement, on le voit dans l'immigration clandestine, ce ne sont pas seulement des jeunes sans emploi qui prennent les barques ou les pirogues. On voit des gens qui ont des emplois, qui vendent leur taxi ou qui ferment leur commerce et utilisent l'argent pour aller vers le Nicaragua, vous en avez parlé tout à l'heure, pour aller vers les États-Unis. Est-ce à dire que ce n'est pas une question seulement d'emploi pour les jeunes, mais c'est sur le plan social qu'il y a des difficultés au Sénégal? Apparemment, le tableau social, il est assez sombre selon vous. Absolument. Je suis bien entouré. C'est navrant. C'est une hémorragie. On a l'impression que le Sénégal aujourd'hui est un pays en guerre, un pays qui brûle, au point que notre jeunesse, avant c'était juste des jeunes qui le faisaient. On se rend compte que maintenant, des femmes enceintes même, des femmes avec leurs bébés, avec leurs nouveau-nés, sont en train de s'essayer à s'asseoir sur une planche pour 6 jours, 10 jours, hasarder leur vie dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on se pose cette question-là. Pourtant, c'est notre Sénégal. Un Sénégal si riche, mais à la fois si pauvre. Voilà nos contradictions. C'est l'exemple de Kédougou, où se tient le conseil présidentiel. Une terre riche, un sous-sol riche, mais des populations extrêmement pauvres, finalement. C'est un exemple. Extrêmement pauvres. Pourquoi nous disons qu'il est temps de revenir à un concept basique, le Sénégal aux Sénégalais. Le Sénégal doit nous appartenir à nouveau. Nous sommes nationalistes, profondément nationalistes. Le Sénégal est notre pays. Je le dis, c'est un pays qui, Madiba le disait en parlant de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie. Mais le Sénégal également est appauvri par des politiques publiques qui nous ont menés à la catastrophe. Aujourd'hui, la population ne s'y retrouve plus. L'Eldorado, ils se disent que c'est ailleurs. L'herbe est plus verte chez le voisin que chez nous. Mais pourquoi en arrive-t-on là? Il y a un problème aujourd'hui de leadership, un problème de management, un problème de dirigeants qui réellement mettent le Sénégalais au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs décisions en daily, en day-to-day. Or, cette absence de prise de conscience, cette absence de compassion sur la cherté de la vie, sur le coût aujourd'hui phénoménal que supportent les chefs de famille, les gorgolous, on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Les gens ont tellement mal, ont tellement perdu espoir. Macky Sall, il faut le rappeler, en 2012, lorsqu'il venait avec son programme Yoonu Yokkute, l'espoir était là. Son parti, c'était APR Yakar. Ce mot est fort. Mais il est temps pour nous aujourd'hui de faire du Restore Hope, de revenir à restaurer cet espoir-là pour que la jeunesse puisse se dire nous devons rester patients, nous devons rester dans notre propre pays et espérer aujourd'hui un développement sur de nouveaux canaux, un développement avec de nouvelles têtes, un développement sur des valeurs nouvelles, un développement en luttant contre la corruption, un développement en se disant le budget du Sénégal, s'il est utilisé avec efficience, nous pouvons y arriver parce que nous avons les ressources qui peuvent nous permettre de nous développer. Alors, sur le plan institutionnel, il faut articuler tout ceci, puisque quels que soient les programmes, quel que soit le reste, il faut nécessairement qu'on ait des institutions fortes, des institutions qui puissent booster tout ceci. Quel est votre regard sur le plan ou l'analyse sur le plan institutionnel aujourd'hui au Sénégal? Il me plaît de reprendre Obama qui, dans son fameux discours du Caire, à l'époque, disait l'Afrique n'a pas besoin de leaders forts. L'Afrique a besoin
d'institutions fortes, résolument. L'Afrique a besoin d'une démocratie. L'Afrique a besoin qu'on respecte l'état de droit. Posez-vous la question. Lorsqu'on est dans une démocratie, on parle d'état de droit, pour faire simple, c'est l'État qui doit respecter les règles érigées. La puissance publique se doit de respecter l'état de droit. Mais quand il n'y a plus ce respect-là de l'état de droit, on se pose des questions. On se dit, on est en train de faillir, on est en train d'ouvrir des brèches qui vont nous conduire inéluctablement à la catastrophe. Qu'est-ce que vous appelez respecter l'état de droit? C'est quoi? C'est que la Sénat joue son rôle, que la Direction générale des élections joue son rôle, que le ministère de l'Intérieur joue son rôle, que le président joue son rôle et se limite à jouer son rôle, entre autres. Si la puissance publique, aujourd'hui, ne respecte plus les règles édictées, on a peur. Cette puissance publique, elle est soumise au même niveau de règles de droit que l'ensemble de nos compatriotes. Il faut une séparation des pouvoirs. On ne peut pas se dire on accepte une telle déliquescence où la plus haute autorité du pays ou les plus hautes autorités peuvent se permettre de prendre à quelques 3 mois des élections des mesures pour saboter pratiquement le système électoral. On ne peut pas débarquer complètement les membres du Sénat du jour au lendemain. Ce prétexte et puis, voilà, il faut changer la Sénat ou des choses de ce genre-là. Mais les Sénégalais ne sont pas des autistes. Ils regardent, ils apprécient. Certes, il y a un proverbe, je pense, Wolof, qui le dit, guddi day jot ñu foog ne ñëpp tëdd nañu que ñu ngi nelaw. Les Sénégalais ils sont couchés, certes, mais ils ne dorment pas. Ça veut dire qu'ils voient, ils ont la lecture adéquate de ce qui se passe ici au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'ils sont patients qu'ils ne sont pas révoltés. Ce n'est pas parce qu'ils sont inaudibles en ce moment qu'il n'y a pas des risques. On a connu des révoltes en 2021, des émeutes. On en a connu en 2023. Mais nous sommes assis, à ne pas en douter, sur une véritable bombe sociale. Et il ne faut pas que les gens perdent de vue que c'est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu de pyromane-pompier, alors qu'en réalité, les élections, c'est pour bientôt. Le mandat du président, il lui reste 3 mois. Tout le monde, tous les Sénégalais sont persuadés qu'il va y avoir une alternance. Donc il ne faut pas venir jouer avec ça. Il a mis quelqu'un pour que ce quelqu'un puisse presque terminer encore un autre mandat pour le compte du régime, puisque c'est Amadou Ba qui est le candidat à la candidature pour Benno Bokk Yakaar. On dira que c'est comme on dit, même pipe, même tabac. C'est tout simplement une continuité. Mais revenons sur puisque vous abordez la situation. Permettez-moi de parler de cette continuité. On veut continuer sur quoi? La question qui sera posée aux Sénégalais, M. Touré, c'est de leur dire à un moment donné, vu tout ce qu'on a constaté dans ce pays, sans y revenir, Mbondebi, Mbokumi, la cherté de la vie, les problèmes aujourd'hui qui sont liés à l'insécurité galopante, les agressions, les meurtres, où il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suite. Les gens se disent quand même, est-ce qu'on doit continuer avec autant d'échecs patents ou véritablement, est-ce qu'il faut redonner espoir et amener une autre alternance? C'est une question simple. Voulez-vous que ce régime, avec tout ce qui s'est passé, avec l'ensemble des scandales, je ne vais pas les citer ici, du Prodac aux terres, passant par le BRT, passant par les nominations qu'il y a eu. La gestion du Covid. La gestion du Covid, mais je pense que tous ces Sénégalais sont choqués, ont été choqués pendant 12 ans sur des pratiques politiques qui ne sont pas les meilleures pratiques au monde. Ce n'est pas les best practices, c'est une autre façon de faire. Faire de la politique, ce n'est pas faire la guerre. Faire de la politique, ce n'est pas utiliser la prison comme arme contre ses adversaires, contre des journalistes, contre sa propre jeunesse. Ce n'est pas notre notion de faire de la politique. Contre d'autres hommes politiques? Oui, c'est ce que je dis, contre des opposants. Et faire de la politique, c'est s'élever un peu plus, c'est une action plus noble et c'est accepter d'être challengé sur ses idées. On peut ne pas être d'accord, mais je me battrai pour que vos idées soient dites, soient entendues.
Alors, challengeons justement sur ces idées, puisque vous en parlez, vous avez fait un peu la situation des jeunes. Aujourd'hui, au plan économique, dirait-on, il y a quand même, vous êtes manager, je le rappelle, vu votre parcours, il y a eu un examen, une observation en tant que manager. Si le Sénégal est une société aujourd'hui pour vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une société qui est en faillite, en presque faillite, en banqueroute, une société où, sur le plan managérial, il y a encore beaucoup à faire? Nous vivons globalement une situation chaotique. Si on prend l'indice IDH publié par le PNUD, le Sénégal est 170e pays par rapport à 193 pays que compte ce rapport. Nos ressources humaines partent, quittent le pays. Nos ressources naturelles sont dilapidées, sont gaspillées, mal gérées, à l'intérêt exclusif des étrangers. Nos entreprises nationales appartiennent également à des étrangers. La croissance, elle est naturellement captée par ces entreprises-là, mais vous et moi ne ressentons pas la croissance. Même si on nous dit l'année prochaine la croissance sera à 2 chiffres, on ne verra pas cette croissance-là. On ne mange pas les chiffres. Je pense que sur nos sociétés, sur nos domaines d'activité stratégiques, la plupart sont trustés et contrôlés par des étrangers. Alors on se dit, est-ce que nous sommes souverains? Est-ce que nous sommes un pays qui peut se dire, les enfants de ce pays naissent, grandissent ici en toute égalité et se considèrent comme les ayants droit ou pouvant récolter des dividendes de ce pays-là? Non, ils ne sont pas actionnaires de ce pays. Donc, je le disais tantôt, les Sénégalais se considèrent aujourd'hui comme dans un pays étranger. Et je répète ça encore une fois, nous, à Force Nouvelle, nous avons un ADN fort qui veut qu'on affirme que le Sénégal appartient aux Sénégalais. Fort de cette affirmation-là, on peut dire le Sénégal d'abord. Il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de racisme. Non, pas du tout. C'est juste de dire on a une préférence nationale. C'est juste de dire il nous faut faire du Made in Sénégal. On doit changer des paradigmes. Quand on importe tout de l'étranger, ben, il est temps de se dire il suffirait de les fabriquer sur place. Ce que nous devons faire, les usines qu'il faut, pour ce qu'il faut, mettons-les dans les régions, décentralisons, développons le consommé sénégalais, développons le consommé local, développons le Made in Sénégal. Ben, on va y arriver. L'emploi va venir sur une combinaison aujourd'hui de postures, sur une combinaison de décisions que l'on va prendre. Et à cette analyse-là, ben, on va se dire, nous tous, nous sommes capables de le faire. Ceux qui sont devant nous en train de nous regarder, nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux. Et ils savent que des réponses pertinentes peuvent être apportées. C'est une situation désastreuse aujourd'hui que le pays vit. C'est une souffrance. Et le pays souffre en silence et reste digne. Moi, je me dis, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de rester inactif quand on voit tout ce qui se passe? Est-ce qu'on a le droit de dire, je ne m'indigne pas? Moi, je m'occupe de ma petite vie, de dire, bah, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de la politique pendant que le pays, aujourd'hui, va à volo. Sankara le disait, hein, on a beau faire tout sur le plan politique, tuer ses opposants par milliers, faire ce que l'on veut, ben, tuez-en, d'autres viendront. Emprisonnez-en, d'autres viendront. Et c'est cette dynamique qui fait que, ben, depuis notre indépendance, depuis plus de 63 ans, ben, on a mal parce que le pays vit aujourd'hui de la misère, vit de miettes. Nos ressources humaines, nos ressources matérielles sont prises par les grandes puissances. Et cela nous fait mal. Et c'est la plus grosse déception, je le dis, des Sénégalais. Et nous le dénonçons. Moi, je tiens particulièrement à dénoncer cet état de fait. Et nous sommes convaincus, encore une fois, Birahim, qu'il n'y aura pas de développement dans ce pays. Il n'y aura pas de démocratie si nous ne retrouvons pas notre souveraineté nationale. Et à date, encore une fois, j'insiste, les deux gros problèmes que nous avons, c'est 1, comment recouvrir notre souveraineté nationale. 2, comment s'assurer que les leaders qu'il faut, à la place qu'il faut, sont là pour permettre le développement de notre pays. C'est un vrai problème de management. Il faut des ruptures, finalement, dans la méthode de manager ce Sénégal. Des ruptures, pas seulement au plan politique, institutionnel, mais des ruptures même avec les hommes qui doivent diriger. Absolument. Beaucoup de signaux aujourd'hui, beaucoup de signaux montrent que si nous ne faisons pas gaffe, ce qui va se passer, on n'échappera pas à la situation du Mali, de la Guinée,
du Burkina, du Tchad. Dieu nous en garde. Dieu nous en garde, le bruit des bottes. On l'aura parce que nous sommes dans la souffrance et nous sommes dans le dur. Et je disais que ces signaux aujourd'hui montrent que le Sénégal se dirige vers des lendemains incertains. Et ces lendemains-là, nous n'en voulons pas. Et ce cri de cœur, il faut le faire. Ils redoutent un changement par un régime militaire. Et nous ne voulons pas, ce n'est pas souhaitable. Je le répète, le Sénégal vote depuis 1948. Ce pays qui vote a besoin de se refaire une nouvelle alternance, a besoin de plus d'éthique, a besoin de plus de valeurs, a besoin de plus de solidarité. Aujourd'hui, un dépositaire de la puissance publique doit se dire, ma posture, c'est servir, on ne me servir. C'est rageant. Vous parlez de vote là, ça me permet d'embrayer sur une question, puisque c'est une question d'actualité. Certains qui estiment qu'il faut, est-ce qu'on ne va pas reporter la présidentielle parce qu'il y a beaucoup de tensions, entre autres. Qu'est-ce que pense Alpha Thiam de Force Nouvelle sur ce sujet, qui est le sujet d'actualité depuis déjà quelques jours? C'est bien ce que je dis. Soyons sérieux. On a un calendrier. Respectons le calendrier. Il n'y a pas à chercher que l'élection se tienne à date. On a besoin d'une rupture. Je le disais tantôt, Birahim. Et cette rupture, encore une fois, elle ne se fera qu'avec le choix pertinent d'hommes et de femmes pétries de talent. Et le Sénégal en a. Moi, je suis spécialiste RH. Vous voulez qu'un projet réussisse? Vous voulez qu'une entreprise réussisse? Vous voulez qu'un État, aujourd'hui, soit sur les rails du développement? Eh bien, confiez ça à des gens capables, avec éthique, de ramener de l'espoir, de par leur qualité, de leur performance habituelle, de par leur pédigré, de par leur CV, de par leur endurance, leur engagement, ils sont capables d'amener le pays là où nous l'espérons, là où tout le monde le souhaite. Avec des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des champions, il faut nécessairement que les politiques puissent s'associer à ces acteurs économiques pour rendre ce pays meilleur? Absolument. 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 Vous savez, il y a ce qu'on appelle Jean Baudin disait oui. Il n'est de richesse que d'hommes. Je le répète, ça, c'est véridique. C'est véridique. Aujourd'hui, confier le pays au génie sénégalais. Je ne vais pas citer beaucoup de noms. Je disais la dernière fois sur un plateau, confier le pays à Momar Nguer, à des Cheikh Tidiane Bey, à des Kourassen, de Wave, Aminata Ndiaye, etc. Aller chercher des Pape Demba Diallo, aller chercher des Baratal, des Serigne Mboup, des gens qui se sont faits, qui ont un parcours. Mais il y en a beaucoup. Nous tous, si on se disait, mais on peut donner une chance au Sénégal. Et cette chance-là, c'est quelle est la Dream Team qu'il faudrait pour mener le Sénégal loin. Et cette Dream Team-là, nous, on s'engage. Nous, on s'engage, en tout cas, une fois au pouvoir, d'être moins clanique. C'est-à-dire, il y a la fonction, on dit qu'une présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple. On préconise d'une équipe et du peuple. Bien sûr, il faut quelqu'un devant. Ce quelqu'un doit être un manager. Ronald Reagan répondait en cela en disant je ne suis peut-être pas le plus intelligent des présidents américains ni des États-Unis. Mais believe me, croyez-moi, j'essaie de m'entourer des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que le pays soit le premier au monde. Un gouvernement, j'espère que prenez l'équipe nationale, du Sénégal. Un gouvernement, nous dire tout de suite, bon, je vais vous donner un gouvernement de 25 ministres et ensuite, in fine, on se retrouve avec 30 et quelques ministres. La Dream Team, ce n'est pas ça ce que vous voulez dire. Surtout pas, surtout pas. Birahim Touré, encore une fois, le Sénégal a des fils pétris de talent. Il y a du génie sénégalais. Un gouvernement de 25 membres pour un pays de 18 millions, ce n'est pas une aberration, c'est juste optimiser les charges de l'État. Il y a des secrétaires d'État qu'il est possible de nommer et à qui il faut confier des portefeuilles en dessous du ministre. On peut y arriver si on le veut. Ce n'est pas seulement une question de promesse, mais à réaliser. Vous tenez à réaliser. Moi, je suis un manager. Ce que je dis, je le dis. À
après, ce que je fais, il correspond à ce que j'ai dit. Voilà, donc nous croyons à cette façon de faire. Il faut être pragmatique, il faut être transparent. Vous savez, on a une vision claire de ce que doit être le Sénégal. Et de cette vision, il faut établir des priorités, il faut établir des feuilles de route pour chaque dépositaire d'une charge publique. Il faut donner des directions fortes et mettre des éléments de mesure. Et je viens encore une fois, cette vision, nous voulons un Sénégal souverain, résolument. Nous voulons un Sénégal puissant. Vous tenez particulièrement à cette souveraineté. J'y tiens parce que c'est ce qui nous a fait mal depuis les indépendances. Vous nous comparez avec d'autres pays, eh bien, ils ont su reprendre leur souveraineté nationale, être maîtres de leur destin. Et c'est du fait qu'ils ont été maîtres de leur destin qu'ils ont réussi à changer les paradigmes et à s'autogérer. Mais on ne peut pas se gérer en étant le marché secondaire, ou en étant en bas de la pyramide, ou en étant le troisième marché ou le quatrième marché d'une puissance publique. Ce n'est pas possible. La souveraineté nationale, ben, c'est prendre ses décisions pour sa population. C'est prendre les préoccupations de sa population, en faire des priorités et apporter des réponses pertinentes. Alors, je rappelle, puisque nous ne sommes pas seulement à la télé, nous sommes également suivis sur l'RLFM, que notre invité, il s'agit de Alpha Thiam, le candidat à la candidature pour Force Nouvelle, qui est aujourd'hui avec nous. Force Nouvelle, la particularité de votre programme, le Sénégal aux Sénégalais, vous l'avez dit, mais sur quoi se base la particularité ou votre programme pour justement demander aux Sénégalais de vous faire confiance en 2024? Je dis encore une fois les choses simplement, M. Birahim Touré. On ne peut pas assister à autant de médiocrité. On ne peut pas assister à autant de recul sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan démocratique, et se dire on va rester les bras croisés. Force Nouvelle, c'est avant tout une idée de patriotisme. Force Nouvelle, c'est une idée aujourd'hui de rupture par rapport à un système qui jusqu'ici n'a pas produit les résultats escomptés. Force Nouvelle, c'est la belle idée de la souveraineté nationale pour la défense des intérêts des Sénégalais et du Sénégal. C'est reprioriser et se dire, les Sénégalais ont des préoccupations. On a eu la chance de faire du listening et du responding à travers des tournées partout au Sénégal. Et de ces tournées d'écoute, nous les avons entendus. Des problèmes ont été remontés. Et on se rend compte que ces problèmes ne sont pas pris en charge. Ne sont pas pris en charge tellement que nous n'y arrivons plus. Et les Sénégalais crient, les Sénégalais souffrent. Et il faut ne pas être autiste. Il faut l'entendre et se dire, on va apporter des réponses solides, des réponses pertinentes pour arrêter cette souffrance-là. Et on ne veut pas de ça. Aujourd'hui, quand on nous fait du tape à l'œil, quand on nous dit que le président, le Premier ministre, les ministres, les DG des sociétés, eux tous sont partis à Kédougou. Vous vous rendez compte? Le pays a été à l'arrêt pendant une semaine. Ou elle est à l'arrêt pendant une semaine. C'est ça la réalité. C'est 12 ans de politique. On vous dira 12 ans de politique. Il y a des techniciens. Mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Mais dans ce cas, pourquoi les élire? Pourquoi les élire? Ils doivent être au travail. On doit se retrousser les manches. Gérer un pays, ce n'est pas faire que de la com. Ce n'est pas sortir que des slogans. C'est aller au-delà, c'est produire des résultats. Ce n'est pas sortir des chiffres. Regardez les campagnes agricoles. Toutes les campagnes que nous regardons, c'est des catastrophes. Et on nous donne des chiffres comme s'il s'agissait de... on ne communique pas les chiffres uniquement alors que ça ne correspond pas à la réalité. C'est toute autre chose. Il faudrait qu'on puisse les ressentir. Il faut qu'on puisse les ressentir. ressentir. Les Sénégalais, c'est un peu votre slogan. Oui. C'est un leitmotiv, c'est un sacerdoce finalement. Oui. Mais comment? C'est ce qui nous amène à revenir sur le fond même du programme et ce qui en fait sa quintessence. Tout à fait. Ben, face au désespoir, face surtout à la cherté de la vie, face au suicide collectif, au naufrage, face au désespoir, nous appelons à l'alternative. C'est pour cela que nous disons qu'il est temps de défendre. Il faut se faire violence, nous tous nous devons le faire, pour reconstruire notre pays. On a vu des pays durement frappés, la Corée du Sud, le Japon, le Rwanda, l'Afrique du Sud, etc. Et ils ont su aujourd'hui, de par leur vision, de par leur ADN, de par la transformation de leur mindset, ils ont su se redonner du sens, avoir une vision sur laquelle il y a eu de l'adhérence de l'ensemble de leur population.
ben, ils ont pu travailler sur des notions fortes pour changer leur pays. Mais en se disant chaque fois, l'humain au cœur. L'humain au cœur, ça veut dire que celui qui drive les pays à toutes les stations, c'est par appel à candidature. Un pays comme le Bénin le fait, un pays comme la Côte d'Ivoire le fait. Il y a qu'ici encore au Sénégal où on dit, ben, il suffit de gagner une mairie pour qu'on vous confie, encore une fois, des charges publiques, qu'on vous confie la gestion d'une entreprise, qu'on vous nomme PCA, mais c'est des catastrophes parce que ces gens n'ont même pas les rudiments pour gérer aujourd'hui ni une entreprise, ni une simple boutique. Nous, dans notre ADN, encore une fois, je le dis, notre ambition, notre souci, notre passe-passe pour le Sénégal, pour ëllëg bi, c'est jëlee dëkk bi ci nooteel ak boobu jaam bi nga xam ne moo nekk suñu bopp yóbbu ko ci moom sa réew. C'est jëlee dëkk bi si njublang ak luubal ñu yóbbu dëkk bi si njub. Dañ koy wax, je le dis dans ce qui coule dans notre veine, dans notre wolof, c'est jëlee dëkk bi si ñàkk yóbbu ko ci xam-xam, jëlee ko ci tayal yóbbu ko ci nasax, yóbbu ko ci xarañ Birahim, yóbbu ko ci liggéey ci jaamu yàlla ak jëriñ suñu réew ak moomaat suñu réew, comme le disait Majmout. C'est jëlee dëkk bi si ñàkk yóbbu ko si ci am-am ci naataange, jëlee dëkk bi foo xamee ne que ne daanu nañu. yóbbu ko ci ñàkk jëriñu, yóbbu ko ci béy dundee, yóbbu ko ci sàmm dundee, yóbbu ko ci sàmm sa ngor, yóbbu ko ci sàmm sa coloré, yóbbu ko sur nos valeurs. C'est ça le Sénégal que nous voulons. C'est ça le Sénégal que nous voulons produire en disant défendre les Sénégalais. Mais est-ce que c'est possible? C'est plus que possible. Économiquement, c'est plus que possible. C'est plus que possible. Mon rêve, c'est pas un rêve. Beaucoup s'y sont essayés, l'ont tenté, mais finalement... L'humain, quand l'humain est au cœur, on appelle les Sénégalais, tous les Sénégalais, les syndicats, les forces vives de la nation, les cadres, les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs, à venir co-construire. Ce terme est différent. Ça ne veut pas dire on fait pour quelqu'un d'autre. Nangu Réumi, Djokhad Réumi, à venir co-construire un grand Sénégal. Un Sénégal souverain, industrialisé, vert, solidaire, qui crée des talents. Des talents parce qu'on ne peut pas fermer l'université à cette heure-là alors qu'ils ont besoin d'aller apprendre. Ce n'est pas possible. Un Sénégal maître de son destin, un Sénégal créateur de champions. Parce que le champion économique que vous créez, c'est celui qui va vous créer de la richesse, qui va vous créer de la valeur ajoutée, qui va vous créer de l'impôt, qui va vous créer des emplois, qui va donner la chance pour le premier emploi, qui va donner des stages et qui va donner du bonheur in fine aux Sénégalais. C'est cette vision qui place l'humain résolument au cœur du projet que nous sommes en train de promouvoir. On va le promouvoir parce que c'est un mindset de la performance. C'est un mindset de la qualité des services publics à rendre comme s'il s'agissait de clients. C'est-à-dire qu'il faut changer le paradigme aujourd'hui. Il faut voir les Sénégalais, moi, État, comme si je devais leur délivrer une offre politique qui a des résultats palpables, qu'ils vont sentir dans le panier de la ménagère, qu'ils vont sentir quand ils prennent le péage, qu'ils vont... Ben, il faut les associer, il faut les impliquer. C'est pour cela qu'on parle de co-construction et une nouvelle façon aujourd'hui de faire de la politique. Alors, le panier de la ménagère, quelqu'un m'a soufflé que vous avez un programme de solidarité. Oui. Yombol Dundubi. Oui. C'est-à-dire que tout le monde puisse se retrouver dans ce panier, qu'on ne nous bombarde pas de chiffres, on nous parle de croissance à 50 chiffres ou à 2 chiffres, quel que soit alpha, mais qu'on puisse le sentir. Absolument. Quelle est la déclinaison de ce programme Vision de solidarité? Vous êtes bien renseigné, Birahim. Le programme, il s'appelle, enfin, défendre les Sénégalais, c'est défendre le panier de la ménagère, in concreto. Quand on a lancé le programme Yombol Dundubi, les gens ont plus retenu ça même que de retenir Alpha Thiam finalement. Ils ont dit les 5 témères d'Alpha Thiam. J'en suis heureux. 5 témères. C'est les 5 témères parce que ces prix sont à témères. C'est pour lutter contre la hausse exponentielle. Témères, c'est 500 francs pour ceux qui nous suivent un peu. Tout à fait. C'est pour lutter contre la hausse exponentielle des prix des denrées alimentaires. Donc on dit témères pour 1 litre d'huile, témères pour 1 kilo de sucre, témères pour 1 litre d'essence, témères aujourd'hui pour 2 kilos de riz, témères pour payer l'autoroute jusqu'à Toglou, il a Touba. C'est ça imposer aujourd'hui une réduction drastique de ces prix. Je vais vous dire le comment. Mais avant le comment. Et le FMI et la Banque mondiale qui va nous dire non, il faut pas, il faut appliquer la vérité des prix. Oui. Mais 500 francs. Mais encore une fois, je vais Touré, on a vu, vous ne pouvez pas me citer aucun pays du monde que la Banque mondiale ou le FMI a développé. Il n'y en a pas. Tout à fait. Donc nous, nous sommes suñu bop, dañu fonk Sénégalais.
il n'y a d'État que si l'État arrive quand même à apaiser, que si l'État ne produit pas de l'angoisse pour sa population. Or, l'État produit du désespoir aujourd'hui. Comment on peut brutalement enlever la subvention que l'on met sur l'électricité et d'un seul coup dire, allez, plein pot, vous allez payer l'électricité à un tarif exorbitant. Les Sénégalais ne s'en sortent plus. Vous avez votre fils, vous payez les factures scolaires. Vous avez votre fils, vous payez le loyer. Vous avez une bonne, un gardien, un chauffeur. Si c'est un luxe, si vous ne l'avez pas, vous vous dites juste, mon loyer, c'est la catastrophe. Les denrées de première nécessité à la maison, c'est la catastrophe. L'eau, l'électricité, c'est la cata. À la fin du mois, les Sénégalais n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ils sont endettés. C'est là où il faut dire qu'ils sont en banqueroute en réalité. Tous les Sénégalais sont en faillite. On va à la banque, on est à zéro. Ça concerne les salariés qui ont peut-être un compte bancaire, mais combien ne le sont pas et qui n'ont pas de compte bancaire et qui finalement sont également dans la même situation ou voire même pire. On est dans la misère dans notre propre pays. Et cela revient à la question que vous posiez initialement. Comment se fait-il que des gens vendent leur fonds de commerce et s'en vont? Ils n'ont plus espoir en des lendemains heureux dans ce pays-là. Parce qu'ils savent que l'inflation que l'on vit, la montée drastique, le niveau de prix aujourd'hui ne nous permet plus de nous en sortir. Alors, vous avez abordé tout à l'heure, Alpha Thiam, je le rappelle, le candidat à la candidature de Force Nouvelle. Vous nous parliez tout à l'heure de l'énergie, en parlant de l'électricité, les prix, les coûts de l'électricité. Quelle solution? On nous a annoncé l'exploitation du pétrole, du gaz. D'abord, c'était le premier trimestre 2024. Apparemment, on l'a encore reporté à un autre trimestre pour l'année 2024. Quelle solution face à cette crise énergétique, comme on dit, ou en tout cas cette difficulté sur le plan énergétique? Oui, c'est une aberration. Quand on regarde aujourd'hui les différents effets d'annonce, c'est pour cela que je disais, on ne gouverne pas un pays avec des slogans ou des chiffres ou juste de la communication. Ce n'est pas ça, diriger un pays. Il faut anticiper, avoir de l'audace, innover avec courage. L'innovation aujourd'hui nous amène sur l'électricité à se dire, on ne peut pas comprendre être un pays avec un des plus forts taux d'ensoleillement au monde et ne pas penser à des solutions green comme l'IPP, ne pas penser au solaire. Ce n'est pas possible, c'est juste de la folie. Mais vous regardez le gouvernement américain. Je pense qu'il y a ce projet, même programme de lampadaires solaires. Au-delà, il y a des centrales solaires ou photovoltaïques, je pense à... Insuffisant. Regardez le Maroc, ce qu'ils ont fait avec le programme Nour. Voilà les exemples aujourd'hui sur lesquels, avec beaucoup d'audace, le Sénégal doit se positionner. Moi, je vais vous revenir aujourd'hui sur quelque chose qui en Afrique nous a fait énormément peur, où on a voulu nous faire peur que le génie sénégalais, etc., ou le génie africain était incapable d'aller sur le nucléaire, alors que c'est totalement faux. On a vu récemment, le mois dernier, le mois d'octobre, le Mali, le Burkina, avec l'agence russe d'énergie nucléaire, Rosatom, ont pu signer des conventions de partenariat pour produire de l'énergie nucléaire civile. Des pays comme le Maroc, des pays comme le Rwanda ont pu, je rappelle que l'Afrique du Sud, c'est dans les années 70 qu'ils ont réglé ce problème avec la mise en place de centrales type EPR. Là, il n'est pas question d'aller dans ça. Je pense que nous avons des solutions avec des centrales nucléaires de petite dimension, les fameux AMR ou les fameux SMR, les Small Modular Reactors, qui sont à des coûts abordables aujourd'hui pour un certain nombre de pays africains. Il est possible d'y aller. On ne peut pas laisser des pays frontaliers commencer, se lancer, être aujourd'hui first speaker dessus, et que le Sénégal dit, moi, je ne bouge pas, je ne réfléchis même pas encore à ces possibilités-là. J'attends mon gaz et mon pétrole. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut diversifier l'offre sur ce plan énergétique. Et il faut le faire de manière extrêmement solide. Si le Burkina a pu le faire, si le Mali a pu le faire, et signer aujourd'hui avec l'agence russe de l'énergie atomique, la Rosatom, pour fabriquer leur centrale nucléaire, parallèlement, nous, Sénégal, il faut le faire. Nous pouvons nous lancer sur les IPP, les Independent Power Producers, pour produire des fermes solaires et gérer aujourd'hui les 6 millions de Sénégalais qui n'ont même pas accès à l'énergie. Il faut le faire.
il faut être innovant sur le nucléaire, je le dis. Il faut être first maker avec beaucoup d'audace et faire croire au génie sénégalais. Et on peut le faire. L'uranium à chercher, cet uranium existe au Sénégal. Et cet uranium de première qualité, nous avons du thorium. Et le thorium, c'est de l'uranium aujourd'hui qui est moins cher que l'uranium classique et qui produit moins de radioactivité. Donc, avec beaucoup d'audace, nous devons anticiper sur ces sujets-là, les préempter, parce que ça nous ouvrirait des marchés. Et je parlais de champion économique tantôt. Ça positionnerait la Sénélec comme une entreprise extrêmement puissante qui va préempter tous les marchés de la sous-région. Et c'est ça, faire confiance au génie sénégalais et être performant pour baisser le coût de l'électricité des ménages et favoriser aujourd'hui l'industrialisation grâce à l'énergie. L'accès à l'énergie qui sera s'industrialiser plus facile. Sans énergie. Qu'est-ce que Alpha-Thiam propose comme solution? Si je dois en cinq domaines peut-être revenir sur les solutions que vous proposez pour la présidentielle et après cette présidentielle, parlons d'abord de la solution pour les jeunes et l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes, en une minute. En une minute, en très mode bien. Fast track. Ouais. En mode fast track, en une minute, je vais vous dire, il y a le service militaire, militaire d'abord, et il y a le service civil. Le service militaire. Service militaire, M. Birahim Touré. J'espère qu'il ne sera pas obligatoire. Il faut s'inscrire dans le dialogue. Il faut faire de la co-construction. Je ne veux pas, direct chef, dire service militaire obligatoire. C'est l'imposer tout de suite. Or, peut-être tout le monde n'a pas envie de le pratiquer sous son format militaire. On peut le faire sous un format civil, sous un format où on est utile en entreprise, etc. Et c'est des questions aujourd'hui où il faut en profiter pour, sur le plan institutionnel, favoriser aujourd'hui le référendum. Il faut pouvoir dialoguer. Il y a des outils modernes qui peuvent nous permettre de sonder les Sénégalais en temps réel, pratiquement sur une semaine, sur 2 semaines, et avoir des feedbacks. Et on ne peut plus gouverner sans feedback. On ne peut plus manager sans feedback. Donc le service militaire, oui, c'est une solution. Pourquoi? Ben, ça donne du sens. Ça permet, à côté de l'armée nation ou l'armée qui se professionnalise, d'avoir une armée des métiers. Le service militaire, pour nous, on le conçoit comme l'école de la deuxième chance, M. Birahim Touré. On rentre à l'armée, on apprend pendant les 4 mois ou 5 ou 6 mois, on fait ses classes, on apprend le maniement des armes. Certes, on est aguerri pour défendre notre pays. À côté de ça, les 1 an qui reste, ou 2 ans si on fait un service militaire qui vont rester, c'est permettre à tout un chacun d'apprendre à lire, à écrire, de se digitaliser, d'avoir un compte en banque, d'avoir une formation professionnelle, de sortir carreleur, plombier, mécanicien, dans les métiers du froid, dans les métiers du numérique ou des métiers classiques que l'on a, mais surtout être orienté sur des fermes agricoles, être orienté sur des agropoles. Je le dis, ces agropoles sont un des bilans du président Sall que l'on pourrait améliorer avec l'accompagnement bancaire solide, etc. Mais le fait de travailler aujourd'hui ou de disposer de cette main-d'œuvre-là, de mécaniser notre agriculture, les 5 témères dont on parlait, le levier militaire va aider parce qu'on a des bras, on a des terres, on a du soleil. Mais il faut les mettre là où nous les avons besoin. Pour pouvoir réussir ce challenge. Non, sur les jeunes, ce n'est pas fini. Le service militaire, c'est un premier levier. Un deuxième levier aujourd'hui est constitué par ce qu'on appelle le projet FEP. C'est un jeune, une formation F, un jeune de l'emploi, si l'emploi est disponible, sinon on le crée ou on accompagne avec les entreprises. C'est une solution, un projet financé, le FEP, FEP, un projet financé. Le financement du projet, quand j'entends des aberrations, le ministre... On vous dira qu'on a la DER... Le ministre là, récemment a dit de la jeunesse que l'État a mis plus de 450 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années. Et ils ont créé combien? On nous dit que le président annonce aussi non, Birahim, excusez-moi. Ils ont créé combien? Ils ont créé 65 000 emplois en 3 ans. Moi, je dis encore une fois, revenons en 2012, la promesse c'était quoi? 1 million d'emplois sur les 5 ans. Si on fait 65 000 emplois en 3 ans, ça veut dire quoi? En projection sur les 5 ans, là où je promets de faire 1 million d'emplois, au finish, au maximum, j'aurais fait
100 000 emplois. C'est ça la politique des promesses. C'est ça les éléphants blancs. Et c'est ça qu'on nous a servi pendant pratiquement 12 ans de ce régime-là. Ben, faut pas se poser beaucoup de questions. Hein. Pourquoi les jeunes aujourd'hui prennent la mer? Ben, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Il y a trop d'espoir, de désespoir. Alors, je l'ai dit en mode fast-track. Mais en mode fast-track toujours, sur les jeunes. Mais je vous dis encore une fois, hein, sur les jeunes, c'est une combinaison, ce n'est pas deux solutions simplistes comme ça. Non. Quand on insiste pour la création des champions économiques, des lions économiques, mais ces lions économiques, quand ils existent, quand ils sont aujourd'hui accompagnés, mais c'est eux qui emploient. L'État n'a pas vocation à employer tous les Sénégalais, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous regardez, c'est quoi le taux d'emploi net? Mais l'État crée des conditions. Oui, c'est le rôle de l'État. Mais l'État peut employer là où c'est nécessaire. Il y a combien de fiches de paye au Sénégal? Maximum 300, 350. 350 000 aujourd'hui ont un emploi durable, permanent au Sénégal. C'est ça la réalité. 18 millions d'habitants. Le reste, c'est quoi? C'est l'informel. Il faut accompagner. Il y a un plan Boost PME que nous avons structuré pour accompagner aujourd'hui nos jeunes, pour accompagner les entrepreneurs ou ceux qui veulent s'y lancer. Ce plan il constitue aujourd'hui à identifier, à sélectionner des PME, des PMI qui ont un potentiel de transformation, de développement. C'est accélérer, c'est renforcer l'humain et sur des valeurs technologiques, voir comment ces entreprises pourraient se tourner à l'export pour générer un maximum de richesses. Et ça fera également des impacts sur le plan domestique. Le développement du pays passera, je le répète encore une fois, par la création de champions économiques, par nos lions économiques, M. Birahim. Nous devons inverser, je le disais tantôt, le paradigme. Passer de la stratégie d'importation à une stratégie d'industrialisation où carrément on substitue tout ce qui devait venir dans le pays et on se dit c'est ici que ça se fait. Il faut anticiper encore une fois, anticiper toujours avec agilité sur les besoins du marché et positionner nos entreprises le mieux possible car nous sommes sur une véritable guerre économique partout dans le monde. Et si nous voulons juste rester de simples consommateurs, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, ça implique que nous puissions développer la fabrication locale, la sous-traitance locale, le Made in Sénégal. Il ne faut pas en faire juste un trademark, il faut en faire une réalité. La préférence nationale, lorsqu'il y a des marchés à donner, il faut le faire, il faut se battre, donner ces marchés, faire confiance au génie sénégalais pour qu'on puisse, encore une fois, obtenir les résultats et obtenir les emplois qu'il faut. Parce que si c'est des sociétés étrangères, on n'aura pas les emplois ni la richesse créée que nous allons avoir. Alors, un autre sujet qu'on va également aborder toujours dans ce mode fast-track, même si low track à la limite, c'est l'agriculture. Vous parliez tout à l'heure de l'agrobusiness, de ces agropoles, l'agriculture. On attend, par exemple, le paysan qui a récolté son champ d'arachide attend de connaître le prix du kilogramme d'arachide qu'on n'a pas encore fixé. Quelle solution proposez-vous par rapport à ce domaine? Puisque souvent, on le dit, dans beaucoup de pays où on s'est développé, c'est d'abord grâce à son sol, son sous-sol, à l'agriculture, à ses bras, entre autres. Merci pour cette question extrêmement cruciale, M. Birahim Touré. Moi j'aimerais vous dire juste un point. Dans la manière d'aborder les réponses que nous devrons apporter aux Sénégalais, il est extrêmement important d'aller à la base, d'échanger avec l'agriculteur, les agriculteurs, d'échanger avec les banques, d'échanger avec l'ensemble des acteurs, de co-construire avec eux les meilleures réponses qu'il faut et non pas de dire, je le dis avec beaucoup d'humilité, que je détiens à moi tout seul ou notre parti, nous tout seul, nous détenons les meilleures solutions. C'est faux. Si nous procédons comme ça, nous allons droit au mur. Nous avons une agriculture qui reste sur le même modèle opératoire. Il faut mécaniser, il faut industrialiser. Les tracteurs doivent aller à qui de droit. La banque doit accompagner. La formidable idée qu'il y a eu sur les DAC aujourd'hui, il faut poursuivre ce travail-là. Je salue le travail qui a été effectué. Maintenant, il faut des banques nationales, le Crédit Agricole, type BNDE, mais qui vont véritablement assouplir l'accès au crédit pour que les paysans puissent s'en sortir. Comment voulez-vous, un paysan qui a du mal à joindre les deux bouts, vous lui dites, je veux vous louer un tracteur ou vous le donnez à crédit.
Mais ce tracteur, si vous le louez à 18 millions ou à 12 millions, quelqu'un qui n'arrive même pas à manger en fin de mois, comment il va s'en sortir? Ce n'est pas possible. Si vous prenez la pire des espèces en termes d'intrants, vous leur donnez ça, mais le rendement ne sera pas là. Quand on prend le phosphate et que ce secteur, on se dit, on va le donner à Indorama, on va le donner à des entreprises étrangères, puis on va attendre que des bateaux d'engrais rentrent dans notre pays alors qu'on a la ressource pour le fabriquer ici sur place. C'est cela pour nous dire défendre les Sénégalais. Défendre les Sénégalais, c'est de dire dorénavant, on utilise nos ressources. La fabrication, elle est faite ici par des Sénégalais, avec des Sénégalais, pour des Sénégalais, au meilleur prix. À des prix à des prix où les Sénégalais vont s'y retrouver. C'est ça les bonnes réponses qu'il faut. Il n'y a pas une réponse à créer individuellement dans son coin en bout de table. Non, c'est des réponses où on associe avec beaucoup d'humilité les acteurs concernés et on sort les réponses pertinentes et on les gère avec le maximum de transparence. Alors, vous parlez d'associés. Nous allons peut-être terminer sur cela. Cela ne fait pas partie peut-être de ce qu'on pourrait appeler un protocole, mais Alpha Thiam n'ira pas seul à ces élections. Vous avez une équipe derrière vous. Vous avez peut-être d'autres hommes politiques qui vous suivent dans cette aventure et peut-être ce désir que vous avez ou ce rêve qui peut être réalisé. Qui est aujourd'hui avec Alpha Thiam dans sa coalition ou plutôt dans son parti politique? Ou est-ce que vous irez en coalition aussi après? Merci, Ibrahim. Des coalitions sont en train de voir le jour. C'est un mécanisme qui va se poursuivre d'ici les deuxièmes tours. C'est prématuré pour nous, à notre niveau. Nous sommes partis avec notre propre récépissé de parti, Force Nouvelle Dimbale Sereo. Nous sommes en contact avec certaines coalitions, mais cela ne prend pas 5%. Avec d'autres hommes politiques aussi? Ça ne prend pas 5% de notre énergie. Vous savez, certains vous ont rejoint dans Force Nouvelle? Nefa, comme on dit. Notre pari, c'est travailler méthodiquement, de manière très structurée, pour arriver à franchir le cap des parrainages. Ce cap, une fois franchi, on aura peut-être une dizaine, voire une quinzaine, tout au plus, de candidats. Et nous comptons figurer parmi ces candidats qui iront à l'élection présidentielle. Et c'est step by step qu'on y arrive. Et techniquement, aujourd'hui, nous sommes extrêmement avancés sur ce processus de parrainage. J'en profite pour féliciter les hommes et les femmes des Forces Nouvelles. J'en profite pour féliciter aujourd'hui l'ensemble de nos sympathisants qui continuent, qui affluent pour venir nous apporter leur soutien, pour venir travailler et pour s'implanter durablement avec nous. Ils prennent rendez-vous avec ce parti, non pas pour aujourd'hui uniquement, mais c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Alors, Alpha Thiam est devenu un homme politique. Vous avez chopé le virus, puisque je rappelle que c'est aussi le fils d'un père, on l'appelle ainsi, qui est dans la politique depuis fort longtemps, à savoir Khoureyssi Thiam, à qui nous disons bonjour aussi. Et je salue également. Vous avez chopé le virus ou c'est parce qu'il faut quelque chose, il faut faire quelque chose pour ce pays que vous êtes entré en politique? Alors, on peut l'aborder sous plusieurs angles. On peut choper le virus, entre guillemets, comme vous le dites. Si c'est le cas, j'ai dû le choper très tôt. Il y avait un lutteur qui disait que voilà. Donc, mais c'est pas plus que cela. Fils de politique devenu politique, fils de lutteur devenu lutteur, fils de journaliste. Le fils de journaliste qui devient journaliste, ça n'aime personne. Le fils d'un boulanger qui reprend la boulangerie, ça n'aime personne. En politique, bon, c'est peut-être le cas. C'est mal quand on vous donne un pouvoir ou quand vous lègue quelque chose ou quand vous n'allez pas à la recherche aujourd'hui de cette crédibilité, de cette légitimité par vous-même. Il faut se battre, je pense, comme tous les Sénégalais. C'est pas une tare d'être fils de quelqu'un. Mais ce qui nous a plus amené aujourd'hui... Mais je vous rassure hein, sur ce plan. Alpha Thiam, pas mal de Sénégalais ne savaient même pas que c'est le fils de
Absolument. de Khoureyssi Thiam. Donc, il s'est fait son nom tout seul. Tout seul, voilà. Mais moi, je crois aujourd'hui en quelque chose de très fort, Birahim. On dit souvent, life is not a spectator game. Ça veut dire que on ne peut pas s'asseoir, regarder les choses ou le train de l'histoire passer comme ça si on pense qu'on a de la valeur ajoutée à apporter. Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui. On fait partie d'une génération qui n'a pas envie de trahir sa mission. Alors, Alpha, nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission, malheureusement ou heureusement, puisqu'il nous reste juste 30 secondes, c'est ce qu'on me signale, le mot de la fin. Ça passe vite, Birahim. Moi, j'aimerais vous remercier. Vous êtes un challenger puissant qui déstabilise ses interlocuteurs. Excellent journaliste que je salue. Merci pour votre invitation encore une fois. Mon mot, il y a deux demandes dans cela, deux messages. Le premier message, j'ai eu mal, je pense, comme l'ensemble des Sénégalais, quand on a vu qu'on a attaqué nos hommes religieux, nos guides, nos références. Et je dis, il faut faire balle au centre par rapport à cette vindicte. Il ne faut pas aller dans ça. Cramer un pays, c'est facile. Pour combien de temps, on ne sait pas. Comment apaiser, on ne sait pas. Il ne faut pas qu'on emprunte ce chemin-là. Ça, c'est une vraie demande que je dis. Faire de la politique, c'est se respecter aussi. C'est respecter l'humain. C'est respecter que l'autre a le droit de penser autrement. Faire de la politique ne doit pas nous amener, comme on le dit aujourd'hui, prépare ta valise parce que tu sais que tu dois aller en prison. C'est faux. On peut faire de la politique, c'est respecter. Avant, les Sénégalais, nos politiciens faisaient de la politique, se rendaient visite sur des moments douloureux, sur des moments heureux. Les politiciens se retrouvaient, étaient entre eux. Il y avait ce gentleman agreement qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une génération de politiciens. Nous nous fréquentons, nous discutons entre nous, que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, qu'importe, nous sommes devenus pragmatiques. Donc c'est pour cela que je dis à l'impossible, nul n'est tenu. Ni mën a waxtaan nañu waxtaan pour ces coalitions, ni mën a juboo nañu juboo, mais l'essentiel, c'est faisons de sorte qu'on s'engage pour prendre en charge les besoins des Sénégalais. Il y a un minimum aujourd'hui. Sénégalais. Et les Sénégalais ont besoin qu'on puisse les assister. Le deuxième message que je voulais passer, c'était juste à propos des femmes. Les femmes sont les porteurs de notre développement. Moi, j'aimerais nous sargal jigéen yi ñu delloo leen jukkal ñu jox leen seen gëdd respecté leen pour Sénégal bi ñu bëgg mën a gis boppam ndaxte ñoom la ñu war a mën a waxtaanal yaay yi ñu téye ndaw yi ñu ne leen dematu leen ñu waxtaan ak ñoom ñu ne leen jàng leen parce que jàng xarañ demee la différence le développement du Sénégal ci xam-xam lañ ko nar a liggéey ji donc yaay yi la ñuy waxal nañ leen gën a encouragé nañ leen gën a dooleel nañ leen gën a jàppal ci biir kër yi le Sénégal que nous voulons il est possible de l'avoir. Notre ambition, encore une fois, c'est d'appeler tous les Sénégalais à venir co-construire avec nous un Sénégal maître de son destin, un Sénégal puissant, un Sénégal définitivement souverain et qui sait gérer les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises de manière exclusive. Merci, Alpha Thiam. Voilà, vous le découvrez. Je pense que c'était une bonne opportunité qu'on avait et qui nous a offert ce jour pour parler de son programme avec France Nouvelle. Rappelez-moi le numéro de votre fiche de parrainage. 61. Voilà, donc le numéro 61 pour sa fiche de parrainage. Espérons qu'il passera le cap de ce parrainage et qu'après le Conseil constitutionnel, on l'aura à nouveau pour un autre plateau ici sur l'RL où on discutera avec le candidat ou un des candidats pour la présidentielle de 2024. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci également à vous autres téléspectateurs, auditeurs de l'RL et internautes qui nous suivent. Et on se donne rendez-vous déjà demain matin pour la matinale, mais mardi prochain avec un autre candidat à la candidature qui sera à cette place. Excellente soirée à toutes et à tous.